Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Illuminations pédagogiques. Un podcast présenté par l'Action 3 du projet HIL qui s'intéresse à des pédagogies brillantes. Meir, c'est quoi? HIL, c'est un projet qui a pour vocation de former les ingénieurs en agroalimentaire de demain et de les accompagner dans le développement d'aliments innovants éco-conçus en s'appuyant sur des ressources et outils pédagogiques innovants. Je suis India, ingénieure pédagogique sur le projet HIL basé à Oniris, à Nantes. Je suis Alban, ingénieur pédagogique sur le projet HIL basé à l'Institut Agro-Dijon. Aujourd'hui, nous mettons en lumière la ludopédagogie et plus particulièrement l'univers du Serious Game digital aux côtés de notre invité du jour, Laurent Auneau, doctorant en sciences de l'éducation et fondateur de Ludicius, la toute première entreprise européenne dédiée aux jeux sérieux. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment vous est venue l'idée de lancer Ludicius ? Enchanté, je m'appelle Laurent Auneau. J'ai donc créé l'entreprise Ludicius en 2002. J'étais encore étudiant à l'époque. L'entreprise s'appelait Succubus. On a changé de nom il y a 1 an. Voilà, encore étudiant après de multiples redoublements. L'idée, c'était de se dire que le système d'éducation nationale n'est pas forcément fait bien pour tout le monde. Et je pensais avoir des choses à apporter sur le sujet. Et j'ai donc lancé l'entreprise dans l'objectif de renverser un petit peu le système et de dire que c'est plus l'élève qui doit rentrer dans le moule, mais plutôt les contenus d'apprentissage qui doivent s'adapter aux élèves et être intéressants pour tous, engageants, voilà. Ça m'a pas empêché d'être diplômé et aujourd'hui je mène une thèse de doctorat en sciences de l'éducation. Donc on va dire que je finis par quand même réussir dans les études, mais voilà, ça a été après de multiples efforts. Pourquoi est-ce pertinent d'utiliser la ludopédagogie dans l'enseignement supérieur ? Alors dans l'enseignement supérieur, c'est vrai aussi en entreprise, c'est vrai en collège, lycée, c'est vrai tout le temps. La ludopédagogie, ça apporte en fait 2 composantes principales. La première, c'est l'engagement, donc la capacité de donner envie, de captiver, d'intéresser, d'impliquer et donc de gravir ce qu'on a appelé cette échelle de l'engagement pour atteindre l'état de flow. Donc ça, toutes les mécaniques ludiques, interactives avec des objectifs, des challenges à atteindre, une forme de gratification fonctionnent très très bien pour ça. Donc ça c'est vraiment le premier point, c'est l'engagement que ça peut générer chez les utilisateurs. Et le deuxième point, c'est tout simplement l'efficacité pédagogique. Quand on utilise des systèmes de jeu, on a toujours une forme de mise en situation. On a une narration, on a des objectifs et des challenges qui sont donnés et que le joueur va devoir essayer d'atteindre, de remplir. Et en fait, cette forme de mise en situation va permettre, la plupart du temps en tout cas, de comprendre ce qui se passe quand on ne gagne pas. Donc une forme d'apprentissage par l'erreur et cette inversion un petit peu du modèle traditionnel où on passe d'un apprentissage théorique à une sanction par un examen, renversé vers une expérimentation qu'on mène vers un débriefing, peu importe en fait que ça ait été bien ou pas bien, possède des avantages très très forts en termes d'apprentissage, puisque ça permet de comprendre, en plus que simplement apprendre, les tenants et les aboutissants de différentes composantes combinatoires qui pourraient être parfois complexes, et avec le jeu, on se retrouve à pouvoir les expérimenter, les comprendre, les séparer, les analyser chacune différemment, et donc finalement mieux transmettre le contenu pédagogique. Ok. Donc nous, on travaille beaucoup avec les enseignants. Souvent, ils veulent se lancer, mais ils savent pas trop comment faire, sachant qu'ils ont vraiment la contrainte de TD, cours, le programme à suivre, et surtout la contrainte de temps. Est-ce que vous auriez des conseils pour les enseignants qui veulent se lancer là-dedans ? Oui, il y a des méthodes. Le plus simple, c'est de déclencher ce qu'on appelle la pédagogie. Donc, c'est l'apprentissage pair à pair. C'est donc les élèves qui se parlent entre eux pour se transmettre le savoir. Et peut avoir la pédagogie inspirée du serious game, sans pour autant faire du serious game. C'est assez simple. Il faut prendre ses contenus de cours habituels. Il y a 3 choses à faire. Il y a mettre une narration. Donc, encore une fois, proposer un objectif, un challenge, à l'issue incertaine, qu'il soit difficile ou pas, c'est pas le problème. Il faut que l'issue paraisse, en tout cas, incertaine. Est-ce qu'on va y arriver? La première chose à mettre en place, donc raconter une histoire. La deuxième chose, c'est de découper en petits grains les contenus pédagogiques, que ce soit des grains diffusés en classe ou peu importe, en fait. Donc petits grains de 30 secondes à 3 minutes, vraiment des petites choses comme ça. Et la troisième chose à faire, c'est de mettre des règles de jeu. Donc c'est là, on va dire, toute Black Magic. Et les règles de jeu peuvent être extrêmement simples. On peut être sur du compétitif, donc quelque chose vraiment basique. À chaque grain de contenu,
Il y a un petit assessment. Est-ce que vous avez bien écouté? Est-ce que vous avez bien compris? Je vous mets une petite question, un petit quiz, un petit quelque chose, voilà. Et si vous répondez bien, vous gagnez des points. Si vous répondez pas bien, vous gagnez pas de points. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le lien avec la narration. Donc, on va imaginer un plateau de jeu. Et puis, en fonction du score, on va faire avancer des pions. Alors, ça peut être un truc très simple, une course de bateau. Voilà. Donc, chaque joueur ou chaque équipe de joueurs, ça c'est beaucoup mieux parce que du coup, on a du collaboratif, va faire avancer leur propre bateau. Et donc, c'est l'enseignant qui va faire avancer les bateaux. Voilà. Ça, c'est le premier truc qu'on peut faire qui est extrêmement simple. Ça se fait en classe. Dans le PowerPoint, on a les petits bateaux des différentes équipes, on les déplace et puis on voit qui arrive à la victoire. Après, on peut avoir des règles de jeu un petit peu plus compliquées où effectivement, on peut essayer de dire que tout le monde gagne le plateau ensemble, mais ça revient au même. Chacun, en fonction de sa performance, au petit bout de contenu qu'il y a eu, va venir collaborer pour contribuer au pot, au score commun. Du coup, on a un score individuel, mais qui est peut-être très important. C'est le score de l'équipe, de toute la classe, qui va être important. Et si effectivement tout le monde répond bien, on réussit à gagner le challenge. Donc, inventer un challenge comme ça, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement rapide. Les IA génératives le font à merveille, avec en plus l'image de fond pour déplacer les petits pions dessus, quoi. Donc ça peut vraiment être quelque chose d'aussi simple que ça. Et ça y est, c'est un début de ludopédagogie. Après, on peut aller un peu plus loin, on peut utiliser les plateformes digitales. Il y a plein de choses déjà existantes, Klaxoon, WooClap, Kahoot, tous ces trucs-là. Nous, à Ludicius, on développe également notre propre plateforme qui est beaucoup plus ludique, beaucoup plus gamifiée, avec des plateaux beaucoup plus intéressants. Donc, en fait, on va faire ce qu'il y a dans cette première partie, mais en digital. Voilà. Okay. Alors que des plateformes comme Kahoot proposent vraiment que le support de quiz, nous justement on va avoir cette approche de narration, de challenge, de collaboration pour réussir à gagner ça, quoi. S'ils veulent créer un jeu, vous pensez c'est mieux que les élèves créent avec l'enseignant ou que ce soit l'enseignant de son côté et après il fait jouer les élèves? Les deux possibilités sont viables. Le fait de créer un jeu, c'est hyper intéressant parce que pendant la création du jeu, on a appris. Donc ce qui est pas mal, c'est de prendre des élèves de 3e année et de leur faire créer un jeu pour les élèves de première année. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Ça stimule tout le monde et ça marche très très bien. Et ensuite, en fait, ils ont créé le jeu, mais ils jouent pas. C'est d'autres personnes qu'eux qui jouent avec. Ou, dans le cadre de ce qu'on fait avec Oniris, on a un business game qui est joué en multijoueur, en classe, qui a été développé par les enseignantes, en l'occurrence. Donc, en plus, c'est le réseau francophone des écoles vétérinaires. Donc, on allait prendre des compétences en Belgique, au Canada. Et on a comme ça un jeu où les élèves vont se réunir en équipe sur une plateforme digitale et vont gérer une clinique vétérinaire. Et donc, ils vont gérer vraiment tous les aspects, RH, formation, gestion, marketing, concurrence, se trouver au bon endroit, bien viser un bon segment de marché, ouvrir les bonnes prestations, former son personnel, s'équiper. Donc, il y a vraiment toute la gestion comptable et financière de tout ça. Et c'est une forme de compétition, puisqu'évidemment, si on recrute un vétérinaire dans son cabinet, qui est très bien, qui n'a pas de grosses prétentions salariales, on est vraiment très content, il apporte beaucoup de compétences, il est très très rentable, il sera plus disponible pour les autres. Donc, il faut le faire au bon tour de jeu, au bon moment, voilà. Et on va jouer un tour de jeu par semaine. L'enseignant, chaque semaine, voilà, sur un mois, le jeu dure 4 TD. L'enseignant, en début de TD, en fait, va passer au tour d'après et tout le monde va constater le résultat de la simulation. On va en discuter, on va échanger avec l'enseignant et on peut choisir les actions qu'on veut faire pour le tour d'après. Mais en fait, on a une semaine pour y réfléchir et le faire. Donc ça marche hyper bien parce qu'en fait, ça déclenche beaucoup d'engagement chez les élèves qui demandent aux enseignants de leur ouvrir des parties pour le week-end pour faire les 4 tours en plus sur leur temps libre, voilà, pour pouvoir bien découvrir le jeu, bien comprendre comment ça marche. Donc c'est très engageant. Ouais. Et ça, c'est quoi comme type de jeu? Ça, c'est ce qu'on appelle un business game. C'est un jeu de gestion. Okay. Et donc, business game multijoueur avec un game master, qui est donc l'enseignant, qui choisit, en fait, de synchroniser, de faire avancer la simulation. Ok. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un jeu sérieux qui serait plus efficace qu'un autre pour avoir les connaissances ensuite? Pas vraiment. Chaque jeu sérieux est presque un format différent. C'est un choix de présentation. C'est comme dire, est-ce qu'il y a un type de film qui marcherait mieux pour raconter une histoire qu'un autre? Pas vraiment. Généralement, en fonction de l'histoire qu'on veut raconter, on va choisir un type. Un film d'action, film de comédie, film d'horreur, enfin voilà. Pareil pour le serious game. Souvent, on va vraiment prendre, en fonction du message pédagogique, il y a des types qui seront plus adaptés que d'autres. Mais il y en a pas. Oui, il y en a qui marchent mieux pour certains types. Enfin, il y a certains types qui marchent mieux pour certains types de contenu pédagogique. Mais on peut pas dire qu'il y a un type de serious game qui marche mieux que les autres. D'ailleurs, est-ce que vous avez des retours sur la progression des étudiants, par exemple avec le jeu d'Oniris, vous avez eu des retours? C'est très 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 difficile. Toute l'approche de validation, c'est-à-dire le calcul de retour sur investissement, est extrêmement complexe à faire, comme pour, je dirais, n'importe quel format d'enseignement. Est-ce que des étudiants qui ont été enseignés avec un prof en direct ont mieux fonctionné qu'un e-learning, qui a eu lieu avant, après, pas du tout, pendant, etc. Enfin, c'est toujours très très compliqué. Donc, on n'a malheureusement pas accès à ces choses-là parce que souvent les donneurs d'ordre vont pas jusqu'à cette étape.
plat et puis c'est hors de notre portée. Ce qu'on est capable de voir, c'est les taux d'engagement. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien. On a globalement, on va dire, sur un serious game par rapport à un dispositif traditionnel, on est sur entre x5 et x10, donc c'est énorme, c'est gigantesque. L'engagement fait pas tout. Ce qui compte au final, c'est la conversion, c'est la transmission du message. Mais en tout cas, voilà, déjà ça c'est quelque chose de super. Et là, on obtient même des scores encore très 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 largement supérieurs. On remultiplie une deuxième fois par 5 ou x10. C'est vraiment ça ce qu'on peut observer dès qu'on apporte la composante multijoueur. Le multijoueur est quelque chose d'incroyablement engageant. C'est vraiment et en plus c'est génial, on n'a rien à faire. Même si on fait un jeu très simple, pas du tout abouti, qui a pas de mécanique clinique très engageante, on va tout de suite obtenir quand même un boost complètement fou parce que c'est multijoueur et que les gens se retrouvent dans le même jeu. Donc voilà. Surtout si ça peut être collaboratif. C'est ce que j'allais dire, que ce soit adversaire ou collaboratif. Adversaire, ça marche un peu moins bien. Adversaire, on va être sur le x5, collaboratif, on va être sur le x10. Mais même compétition, ça marche très très bien. On a tous cet état d'esprit compétitif, qui que l'on soit, mais voilà, la collaboration est encore meilleure. Vous avez parlé de débriefing tout à l'heure. Les enseignants, ils avaient aussi des questions par rapport à l'animation, comment animer, que ce soit l'introduction, pendant le jeu et surtout, plus important après, le débrief. Est-ce que vous auriez des conseils aussi là-dessus? Ça, c'est de la pédagogie au sens large. En ludopédagogie, ce qu'on essaie de faire, c'est de profiter du format interactif. C'est quelque chose qui nous intéresse le plus, c'est de dire c'est interactif, donc on peut en profiter pendant le briefing et pendant le débriefing aussi. Très souvent, quand on fait un serious game, on se concentre sur la phase du milieu, qui est la mise en situation, la simulation, là où on a des choix et puis on expérimente. Ça, c'est la part belle, on va dire, de la pédagogie active des interactions. Sauf que, en fait, si on fait pas le job jusqu'au bout, on va fournir un débriefing qui, lui, ne sera pas interactif, qui, lui, va, être un tableau, un diagramme araignée qui présente les résultats, mais qui va pas plus loin. Et en fait, c'est super dommage. On a des études qui réussissent à montrer que c'est 50% de la transmission pédagogique qui se passe pendant le débriefing. Donc, c'est énorme. C'est la moitié. Pourquoi est-ce que on se consacre en fait sur l'efficacité que sur la moitié mise en situation et pas sur la moitié débriefing? Donc il faut ludifier aussi le débriefing. Donc il faut en faire une phase en tant que telle de jeu. Donc nous on a plusieurs méthodologies. Les méthodologies qu'on aime bien faire, c'est de découper le débriefing en plusieurs petites sous-phases. Une première sous-phase, typiquement, ça va être une auto-évaluation sous forme de jeu. J'en sais rien, on va prendre le cas le plus simple du serious game, du dialogue. Donc on a, par exemple, on va vraiment rentrer dans les trucs très très habituels. On joue un conseiller clientèle. Donc on fait une mise en situation de vente. On a un client virtuel en face de nous. Il va nous poser des questions, on va choisir ce qu'on répond, on va nous-mêmes choisir quelles questions on lui pose. Et puis en fonction de l'ordre et des choix qu'on fait, on n'aura pas la même fin. Est-ce qu'il sera satisfait? Est-ce qu'il aura acheté des choses en plus? Est-ce qu'il aura compris, que son forfait, peu importe dans quel domaine on est, était le meilleur? Et en fait, dans le débriefing, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une auto-évaluation. Par exemple, avec son directeur d'agence. Voilà, on était en dialogue avec le client. On quitte son bureau, on va se mettre en dialogue avec le directeur d'agence et on va débriefer avec lui de l'entretien qu'il y a eu. Il va nous poser des questions. Est-ce que tu penses que ça s'est bien passé? Si on répond oui, il va éventuellement demander. Alors évidemment, il triche. Le directeur d'agence, c'est l'ordinateur, donc il sait ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est pas bien passé. Et donc du coup, il va poser les bonnes questions. Est-ce que tu penses que tu as performé là-dessus ou plutôt là-dessus? Et donc on va vérifier si la personne a répondu bien par chance, par élimination, ou au contraire, on va reconfirmer qu'elle savait vraiment de quoi il était question. Et à l'inverse, on va lui permettre de se rattraper. Et ça, c'est vraiment l'apprentissage par l'erreur, la bienveillance, c'est quelque chose de fondamental. C'est de dire, pendant le débriefing, on propose à l'utilisateur de dire non, je sais que je me suis mal comporté à ce moment-là, et on lui propose différents choix, et c'est à lui de trouver de quelle façon est-ce qu'il aurait plutôt en fait dû se comporter. Ça, c'est une première moitié du débriefing et ça change tout parce que on passe sur l'apprentissage par l'erreur, on commence à déjà comprendre que l'utilisateur sait qu'il a fait une erreur, donc quel est le meilleur élève? Est-ce que c'est celui qui a tout bon du premier coup ou au contraire l'inverse, celui qui a tout faux, qui a vu toutes les conséquences de ses mauvais choix et qui du coup comprend mieux ce qui se passe grâce à ça? À mon sens, c'est le deuxième qui apprend le plus en tout cas. Donc voilà, là c'est une première phase, puis la deuxième phase, on va vraiment avoir le débriefing pour donner la restitution. Mais en fait, la restitution, il y a deux choses. On était sur une approche narrative, donc on doit avoir aussi une restitution narrative. On a fait des choix, quelles sont les conséquences narratives de ces choix? Est-ce que le client reste chez nous? Est-ce qu'il change d'agence? Est-ce qu'il a pris un forfait, ouvert un compte? Vraiment, ça peut être sur n'importe quel domaine de vente. Et ça peut s'expliquer sous forme de résultats, mais aussi sous forme d'explication de pourquoi le client a fait ça. Donc, on va régénérer encore une nouvelle séquence de jeu. On va voir le client parler, par exemple,
à son conjoint pour expliquer j'ai pris ça en plus parce qu'on m'a bien expliqué, j'ai bien compris, effectivement c'est intéressant, on en a besoin. Ou au contraire, la personne s'intéressait pas du tout à moi, donc désolé qu'il m'avait demandé de faire ça, mais finalement je l'ai pas fait, on ira dans une autre agence. Voilà. Et donc le fait de restituer sous cette forme-là narrative, c'est très puissant parce qu'en fait ça oblige à prendre du recul, on peut pas contester, c'est notre client virtuel qui a choisi ou pas de faire ce choix-là en fonction de ce qu'on lui a dit. Donc c'est vraiment très 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 puissant et effectivement, après tout ça, on envoie les chiffres, le diagramme araignée, le tableau de résultats, mais au moins on a vraiment expliqué pourquoi on arrive là. Et ça veut dire qu'on va faire des mises en situation plus courtes pour donner du temps pour cette partie de débriefing. D'accord. Vous avez parlé sur un jeu virtuel, mais comment gérer quand vraiment on est dans une classe et on fait un jeu en direct? Est-ce que on doit parler à tous les élèves en même temps, par groupe? Là, on va dire que c'est de l'enseignement présentiel. Nous, Ouais. c'est pas notre domaine. Le domaine, il est vraiment uniquement dans le digital. Néanmoins, le principe, on peut pas parler à tout le monde. Donc évidemment, on va faire des séquences de jeux de rôle avec un élève, puis un autre, ou un groupe éventuellement. Ils se concertent pour choisir comment ils répondent et tout le monde va débriefer ensemble. Et éventuellement, on peut avoir d'autres élèves ou groupes d'élèves qui vont jouer le rôle du directeur d'agence ou le rôle du client qui ensuite va aller discuter avec une autre personne et restituer à sa façon. Le jeu de rôle dans le Serious Game peut aussi être utilisé en classe et c'est quelque chose qui marche très très bien d'une façon générale de mettre les gens en situation, même en réel, quoi. Est-ce que vous pouvez donner 3 points positifs et 3 points négatifs à la ludopédagogie? Alors, je vais vraiment parler dans mon domaine d'expertise, qui est la ludopédagogie digitale, le Serious Game. On va commencer par les 3 points négatifs. Alors 3, je sais pas si j'en aurai 3, ni d'un côté ni de l'autre. Clairement, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place parce qu'on n'a pas atteint encore un grand niveau de maturité. On n'a pas des dizaines de milliers de réalisations sur lesquelles on peut s'appuyer pour comprendre comment ça fonctionne, alors que le digital learning au sens large est parfaitement mature. Donc on a clairement cette maturité qui est à peine atteinte, qui rend complexe. Donc ça c'est un premier problème parce que qui dit complexe dit que on fait sans doute un peu moins qualitatif que ce qu'on pourrait. Et deuxième problème, ça coûte plus cher. C'est un vrai sujet à prendre en compte. On peut pas faire un serious game pour tout. On peut faire des petits bouts de serious game si on sait nous-mêmes les générer, mais quand on veut quelque chose de plus conséquent, de fait sur mesure, il faut se faire accompagner par un studio tel que le nôtre. Et évidemment, il faut payer les salariés du studio pour développer quelque chose sur mesure. Donc on arrive tout de suite à des coûts qui peuvent pas être pris en charge simplement par un établissement juste pour un prof. Il faut que ce soit rentabilisé, typiquement sur plusieurs promos, plusieurs profs, éventuellement un réseau d'écoles, plusieurs années. Enfin voilà, on est sur un investissement un peu plus long terme. Ça, je pense que c'est les 2 points les plus négatifs du serious game. Il y en a un troisième, mais qui l'est pas vraiment. Donc je vais mentir en disant que c'est un mauvais point, mais c'est l'isolement que le serious game peut créer quand on est seul face à son écran. C'est le même problème que dans l'e-learning. Si on fait un e-learning, on se retrouve tout seul face à son écran. Donc on a ce problème-là dans le serious game aussi. Sauf que, comme on en a parlé beaucoup avant, le serious game est multijoueur. Donc dès qu'on est sur des modalités multi, il n'y a plus d'isolement. Voilà. Même en asynchrone, on réussit à reprojeter les traces des joueurs qui ont joué la semaine ou le mois d'avant à l'intérieur de l'expérience de jeu des futurs joueurs. Et donc, du coup, ils n'ont pas l'impression d'être seuls parce qu'ils se voient progresser par rapport aux fantômes des joueurs précédents, mais où ils en étaient rendus à ce stade-là de la partie. Donc, c'est très intéressant. On a l'impression de gagner en début de partie par rapport aux joueurs d'avant. Et puis, finalement, il y en a un qui nous dépasse. Puis, finalement, on le redépasse après. Alors que les gens ont joué et la partie est finie pour eux. Voilà, je pense peut-être les 3 points qu'on peut donner. Ensuite, les points positifs, on en a déjà abordé 2. C'est l'engagement que ça génère. Ça, c'est vraiment le premier point, qui est un facteur complètement fondamental pour l'apprentissage. Sans engagement, il n'y a pas d'apprentissage. Et en plus, le deuxième point, c'est l'efficacité. L'efficacité, grâce aux mécaniques qu'on met en place, on a une efficacité accrue. On est capable de transmettre des messages secondaires qu'on n'aurait pas transmis sinon. Et même le message principal peut passer beaucoup mieux dans certains cas en fonction du message quand on active la fonction cognitive de compréhension en plus de la fonction d'apprentissage. On apprend beaucoup mieux quand on comprend. Peut-être en troisième point, je pense qu'il y a un côté différenciant qui, au-delà de l'engagement des élèves, peut engager les enseignants, peut engager un peu toutes les parties prenantes et peut créer vraiment un effet wow, un effet d'attention, d'intérêt qu'on n'aurait pas par rapport à d'autres dispositifs. Alors, ça déclenche plus de participation. Là, c'est pas vraiment l'engagement dans le dispositif, c'est l'engagement avant le dispositif. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de considérer tout le cycle du dispositif et puis de se dire qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe pendant et qu'est-ce qui se passe après aussi. Quand on est sur quelque chose de différenciant, d'intéressant, on peut avoir de la prescription qui est faite, c'est-à-dire donc déclencher la pédagogie notamment, certains élèves qui vont aller discuter, dire à d'autres classes peut-être nous notre prof nous a fait ça, c'est vraiment génial. On aura moins d'élèves absents lors de ce cours-là parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose, etc. Donc c'est une forme d'engagement, mais j'aime bien plutôt parler de participation, de prescription, d'acquisition, donc vraiment ce qui se passe avant et après l'expérience, quoi. Est-ce que la ludopédagogie est toujours la bonne solution?
Oui, je pense que oui, à condition qu'on puisse la mettre en place. Donc effectivement, c'est ce qu'on voit dans les 3 points négatifs, c'est que ça peut être complexe à mettre en place. Donc si on est sur une thématique qui est trop complexe, peut-être que voilà, en 2025, c'est pas encore la bonne année pour utiliser la ludopédagogie là-dessus et qu'il faut attendre un peu plus, qu'on ait vraiment la maturité qui soit atteinte et que la complexité soit plus simple. Mais d'une façon générale, apprendre en jouant, c'est la nature humaine, même des mammifères. Donc c'est quelque chose qu'on ne pourra pas aller contre nature. Donc effectivement, c'est toujours mieux d'apprendre en jouant. Et on Toujours. voit bien que même les bébés, ils apprennent en jouant, quoi. Ah bah c'est leur seule façon de faire. Hein. Ouais. D'ailleurs, eux, ils jouent pas, ils travaillent. Plaisir de travailler, d'apprendre à faire des choses, le mimétisme, etc. Ils prennent le travail comme un jeu, le jeu comme un travail. Pour eux, il n'y a pas de distinction. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est dans la plus pure nature. Dernière question, la ludopédagogie dans 10 ans. Bah bon, pareil, je vais répondre vraiment sur ma partie digitale parce que j'ai pas l'expertise pour parler de la ludopédagogie au sens très large. On peut en parler sur le côté digital et donc le serious game. Ça va reprendre un petit peu les points faibles et les points forts du format, renforcer les points forts et puis combler les points faibles. Mais de quelle façon? Ça, c'est la question intéressante. Comment est-ce qu'on peut combler les points faibles et notamment la complexité, le coût? C'est l'âge de maturité qui va vraiment arriver. Et en fait, on est sur des solutions dans mon cas digital, donc technique, technologique, et on n'a pas encore de plateforme qui permettent de faire ça. Il y a quelques plateformes qui existent, fais ton serious game par toi-même. C'est hyper compliqué. C'est le sujet de ma thèse, d'ailleurs, la charge octoriale, et c'est extrêmement complexe quand on est enseignant, et non pas serious game designer, de se mettre à créer des mécaniques ludiques. C'est clair. J'essaie de donner des petits tutos, tuyaux, tips avec les petits plateaux qu'on peut faire soi-même et déplacer les pions dessus. Néanmoins, c'est clair que c'est pas évident. Et il y aurait tellement de choses à faire. Donc, l'avenir, c'est effectivement une standardisation technologique et ce qui va permettre un changement des modèles économiques. Je m'explique. La standardisation technologique, on l'a pas pour le moment. Donc, il faut développer quand on veut faire un serious game sur mesure. À terme, on n'imagine plus aujourd'hui développer un e-learning sur mesure. On va prendre des plateformes qui permettent de concevoir l'e-learning. On va faire l'ingénierie pédagogique. Éventuellement, c'est un peu compliqué d'intégrer. On fait appel à un prestage juste pour intégrer ou pour l'ingé et l'intégration. Mais bon, maintenant, on voit que les compétences sont vraiment partout et donc ça pose plus de problème. C'est pas du tout le cas dans le serious game. Donc ça, c'est un premier quelque chose qui va arriver. Ce qui va nous permettre d'arriver sur le prochain problème, une fois que la technologie sera là, ça reste la conception. Il faut envisager des règles de jeu qui soient intéressantes pour la pédagogie, etc. Ça, on n'en a pas de toute prête, toute faite, qu'on pourrait réutiliser, prête à l'emploi. Donc, je pense que c'est la deuxième chose qui va arriver, une standardisation des technologies et une standardisation des mécaniques ludiques. Et ça va permettre, une fois qu'on aura des jeux déjà faits, en fait, qu'on peut réutiliser, ça va permettre un changement du modèle économique. On ne vendra plus le développement d'un serious game, qui est aujourd'hui presque la seule façon d'obtenir un bon serious game. Il y a des serious games sur étagère qui existent déjà, mais avec des qualités plus ou moins bonnes, parce que ça reste encore très difficile aujourd'hui de développer un serious game, même si on met plus de budget, même si on fait plus d'efforts parce qu'il est sur étagère, ça reste très compliqué, donc on a des qualités qui sont quand même pas toujours au rendez-vous. Et avec la standardisation technologique, ça va devenir plus facile de faire sur étagère, mais surtout, avec la standardisation des mécaniques ludiques, on va pouvoir faire par soi-même. Sauf que, comme je viens de le dire, les mécaniques ludiques, c'est toujours compliqué, même les adapter, et donc je pense que le changement du modèle économique, ça va être qu'on va avoir des agences qui vont proposer des serious games déjà faits, mais avec la possibilité de changer les contenus pédagogiques dedans. Et à mon sens, c'est vraiment ça, c'est standardisation de la technologie, des mécaniques ludiques, permettent d'avoir une modification du modèle économique et donc des acteurs qui vont créer des serious games sans savoir de quel domaine pédagogique on parle, des serious games template prêts à l'emploi, un petit peu comme un Trivial Pursuit. Prenez le plateau, vous jetez la boîte de questions, vous mettez votre boîte de questions à la place. Et donc, permettre des plateformes qui permettent de faire ça. Nous, c'est ce sur quoi on travaille très activement en ce moment. Hein. Donc, ça, à mon avis, c'est l'avenir. Et à l'intérieur de ça, il y a un deuxième avenir qui est, à mon sens, complètement fondamental. C'est l'approche multijoueur. On a la capacité, avec les dispositifs techniques, digitaux, de faire du multijoueur. Il faut surtout pas passer à côté. La ludopédagogie tangible, physique, c'est toujours multijoueur, en fait. C'est pas le cas dans le digital. Donc là, il faut vraiment que le digital rattrape son retard là-dessus. Mais pareil, technologiquement parlant, c'est très compliqué. Je conclurai peut-être par la toute dernière chose. Un point très fort que le digital peut faire et qui est beaucoup plus difficile à faire par un enseignant seul face à sa classe d'élèves, c'est d'adapter les contenus en fonction directement de l'utilisateur. Un enseignant, il a 30 personnes ou 20 personnes en face de lui, il peut pas faire 20 ou 30 déclinaisons de son contenu. Le serious game, lui, il peut. Il pourrait, en tout cas. Donc, à mon sens, c'est les 3 modèles d'avenir. Hein. C'est modèle économique, multijoueur, adaptive. S'adapter vraiment à l'utilisateur. Nous remercions encore une fois notre invité du jour pour son éclairage et sa disponibilité. Pour en savoir plus sur le projet YIG, n'hésitez pas à regarder notre page LinkedIn. À très bientôt pour plus d'illumination pédagogique.